Donc le fascia, c'est pas juste un sorte de gel, mais c'est un gel qui a des récepteurs. De 6 à 10 fois plus que dans la peau et les muscles. C'est un organe sensoriel par excellence. Notre façon d'enseigner le Moon's Floor, cette méthode qui m'a sauvé la vie et qui sauve la vie de tant de gens, des milliers de gens à travers le monde aujourd'hui, les mouvements sont lents. La lenteur du mouvement spiralé va pouvoir faire son action de retexturiser, de dédensifier le fascia. Les effets sont quasi immédiats. Dès les premières minutes, on va d'abord ressentir une élasticité, je dirais, pour faire court. C'est une élasticité, c'est à la fois quelque chose de tonique, mais de souple. Parce que quand on éloigne les parties de corps pour ensuite les remettre, là, ça s'ouvre, ça crée des libérations, des espaces entre les vertèbres de la colonne vertébrale. Tout ce qui s'y trouve autour, les muscles, les ligaments, s'étirent tranquillement, se retexturisent. Puis il faut revenir, il faut remettre les choses à leur place. Donc là, on contracte, on tonifie. Donc il y a le fait d'assouplir et de tonifier sur le côté mécanique des choses. Ensuite, il y a la dimension cellulaire dont on a parlé. Le corps va autoproduire des protéines qu'on connaît tous. Le collagène, qui est la résistance de nos fibres, l'élastine, qui est l'élasticité de nos fibres. On peut se régénérer au niveau cellulaire. Donc ça, c'est bon pour la peau. Regarde, c'est évident, tout le monde se dit, mais ce mec fait pas son âge. J'ai 54 ans. Bonjour, je suis Fabrice Midal, le philosophe plein d'enthousiasme, auteur de nombreux livres, dont Suis-je hypersensible ? Et auteur de nombreux cours en ligne, dont Comment faire de son hypersensibilité une force ou découvrir la pratique de la méditation. Bonjour, est-ce que vous connaissez Moon's Floor ? Moi, il y a quelques mois, j'en avais jamais entendu parler, et puis un de mes amis médecins m'a dit « Là, il y a un truc absolument exceptionnel que je fais faire à mes patients avec des résultats stupéfiants. Il faut absolument que tu regardes ce que c'est. » Alors, parce que je suis vraiment sérieux dans le dialogue, j'ai fait de la Moon's Floor pour vérifier, pour voir, et j'ai trouvé ça incroyable, une toute autre manière d'avoir rapport à son corps qui a d'immenses effets sur le tonus, la plasticité de notre corps, mais aussi la douleur, beaucoup de douleur, et qui repose sur une découverte scientifique tout à fait étonnante, comme un continent oublié, qui est reconnu aujourd'hui par la science et qui valide l'approche que propose Alexandre Münz. Vous allez voir, c'est complètement extraordinaire et en même temps très simple. Bonjour Alexandre. Bonjour Fabrice. Alors, je suis d'autant plus heureux, impressionné, étonné de faire ce dialogue que rentrer dans ton travail, c'est vraiment une grande aventure, c'est une manière de remettre en question énormément de choses qu'on croit, qu'on pense, qu'on nous a appris sur comment être, sur le corps, sur la guérison, sur comment se tenir, sur comment vivre. Et je voulais partir peut-être d'un point peut-être le plus simple et le plus surprenant, c'est essentiel. Notre conception du corps. Je pense qu'il y a plein d'aspects de comment tu nous fais rentrer en rapport à notre corps, en mouvement dans la vie, en nous faisant réaliser que la plupart du temps, le corps auquel on se relie, nous le pensons comme un empilement de pièces détachées et que ça ne va pas. Donc, j'ai mal à une partie de mon corps, je bouge une partie de mon corps, voilà, pour que tout le monde voit. On a donc ce rapport-là et tu pars du fait que c'est pas le vrai corps. En fait, c'est vrai que c'est à la fois, on peut le percevoir comme un nouveau paradigme, et à la fois, ça vient d'un certain passéisme, ou en tout cas une certaine lenteur à intégrer, à incorporer une connaissance qu'on a quand même depuis au moins 75 ans. Depuis les travaux de Françoise Mézières, on a compris que le corps, on est fait de chaînes musculaires croisées et de chaînes musculaires droites, qui portent bien leur nom. Croisées, tout ce qui est levier, sont des muscles du déplacement dans l'espace, qui induisent un enroulement et un déroulement du corps dans la marche, dans la course, aller faire son ménage, aller au supermarché, n'importe quel sport, tennis, golf, nage, danse, tout se spirale sur soi. Donc c'est à la fois, oui, on commence à se rendre compte, on commence à prendre conscience que c'est quelque chose qu'on aurait dû incorporer depuis presque 100 ans, 75 ans, c'est pas loin d'un siècle. Mais à la fois, j'ai envie de dire, peut-être ce que j'ai osé faire, c'est de l'incorporer de manière totale, complète, sans concession. Mais ça, c'est une connaissance qui existe déjà.
Donc le corps n'est pas un ensemble d'éléments détachés, mais il y a une sorte d'unité, comme tu dis, qui est de l'ordre un peu d'une spirale. Et c'est vrai, si je prends cet objet-là, c'est sûr que mon corps tout entier est en mouvement pour prendre l'objet. Mais quand je fais... Mais après, pourquoi on comprend, on a dû décomposer en pensant qu'on allait être plus logique et plus rationnel, j'imagine. Pourquoi on pense le corps... pourquoi on a quand même tendance tout de suite à penser le corps... Oui, on le sectionne, on le découpe en morceaux, le cœur, on va voir un cardiologue, les poumons, on va voir tel type de médecin. Ouais, et puis la plupart du temps, quand on fait de la gymnastique, alors on fait d'abord les muscles du bras, après on fait Exactement, les jambes. on isole les parties de corps qu'on entraîne. Alors, moi, je suis pas médecin, il faut aussi le préciser pour nos auditeurs. Je suis pas scientifique, je descends d'une famille de scientifiques, de grand-père en père en fils, mais moi, je suis un ancien artiste, un ancien danseur étoile. Je suis devenu danseur étoile, j'ai fait toute ma vie de la danse, et mon corps, très rapidement, est devenu un objet de recherche, un laboratoire. En fait, l'anecdote, elle est la suivante, c'est que j'avais un corps déjà assez musculeux pour un jeune garçon de 12 ans, et donc les solutions qu'on me proposait étaient plutôt adaptées au corps fin et longiligne. Donc très très jeune, j'ai commencé à me questionner. Les instructions qu'on me donnait ne m'allait pas, ne convenait pas à ma morphologie. Et puis, on m'a mis parfois aussi un peu de côté parce que je correspondais pas à cet idéal esthétique du danseur classique. Et donc, très rapidement, je me suis questionné. Et pour être honnête avec toi, j'ai vite observé qu'il y avait le discours ambiant. Donc je reviens à ce passéisme, et je parle pas que de la danse classique, je parle de l'entraînement corporel en général, y compris chez les athlètes. Je voyais bien qu'il y avait une dichotomie entre ce qu'on nous demandait de faire et les corps que je voyais bouger sans la barre, après notre entraînement à la barre, tout ce qui est saut, déplacement dans l'espace, et j'observais le monde bouger autour de moi. Donc tu avais déjà une sorte d'intuition qu'il y a un décalage entre le discours et le réel. Ouais. Et après, on va voir ton chemin, ton accident, comment tu as inventé ça. Mais je vais partir de ça. Donc, le corps, première erreur, le corps en morceaux. Deuxième erreur, on pourrait dire le corps comme une mécanique. Au fond, on a un rapport mécanique au corps. Et puis, troisième erreur que je te laisse reprendre, c'est un corps en plat, un corps en deux dimensions. Qu'au fond, les médecins, tout le monde, les kinés, tout ça, apprendre le corps dans des planches d'anatomie plat. Et tu veux insister, donc... C'est ces trois révolutions que j'ai l'impression... Oui, exactement, tu as tout bien identifié. Alors aujourd'hui, les choses sont identifiées en biomécanique contemporaine. Elles ont même dès qu'on identifie quelque chose, on lui donne un nom, bien sûr. Le Thomas Myers, qui est ce pionnier dans la recherche des fascias et leur compréhension, il a écrit un livre qui est un livre phare, qui est incontournable, Anatomy Trains. Il explique dans son livre, et partout où il se déplace, il explique en fait le corps, jusqu'à encore aujourd'hui, même si c'est en train de changer, on est à la charnière d'un grand changement. Il dit, en anatomie, on s'est complètement planté. On a analysé, étudié et théorisé le corps dans un concept qu'on appelle de compressionnégrité, c'est-à-dire l'alignement de blocs les uns sur les autres. Et il fait cette analogie, il dit, c'est comme si on analysait un immeuble, des étages. Il me dit, or le corps ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est un mouvement spiralé, c'est l'interconnexion de ces unités motrices, tête, cage et bassin, qui ne sont jamais dans un alignement vertical. Jean Dubousset, un autre scientifique, là il est français, Cocorico, explique dans son livre, qui est aussi incontournable, parce que c'est un monsieur qui a révolutionné la chirurgie du rachis, Jean-Claude Dubousset, il dit, la verticalité est une hérésie anatomique. Et j'ai rencontré un jour une neuroscientifique, Madame Catala, qui disait dans un colloque, elle était en face de moi, et elle dit, vous avez raison, Monsieur Muntz, c'est la spirale est ce qu'il y a de plus naturel, et ce qui est vertical est antinaturel. Mais j'irai plus loin que vous. C'est pire que ça. Elle dit, c'est inhumain. Toute cette verticalité, il n'y a pas d'alignement axial. Il n'y a pas d'alignement axial sur la planète. Et donc, entraîner le corps selon cet alignement axial, elle a dit, est inhumain. Je vous raconte pas la tête des directeurs des grandes écoles nationales de ballet qui étaient toutes présentes. Parce qu'évidemment, nous, on s'entraîne à la barre. La moitié du cours est dévolue à rigidifier le haut du corps et les épaules en face des hanches. Donc oui, il est temps,
enfin qu'on entraîne le corps ce pourquoi il est fait, parce que le rendu est quasi immédiat et c'est des cadeaux que le corps nous fait ensuite, en équilibre, en performance et en lié à la santé. On verra dans une deuxième partie de notre dialogue tous les bénéfices de l'approche qui est la tienne, mais peut-être on peut dire juste ici pourquoi c'est tellement important de retrouver ce corps spiralé, ce corps non plat, non vertical, non mécanique. Corps plat, regardez les livres d'anatomie d'aujourd'hui, regardez c'est comme des notices, qu'on appelle ça des manuels, les manuels de danse. On est au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant maîtrisé l'image, la manipuler. En graphisme, ce qu'on peut faire aujourd'hui est absolument extraordinaire. On utilise la 3D, c'est facile. Regardez les livres d'anatomie et regardez les manuels de danse. C'est le Moyen-Âge, c'est encore des corps plats. Qu'est-ce que ça entraîne dans notre vie, cette conception? Moi, avant de rentrer dans tout le détail, mais pourquoi, sans nous en rendre compte, voilà, au fond, la plupart d'entre nous, sans nous en rendre compte, nous vivons avec cette idée que le corps, c'est comme ça, puisque c'est ça qu'on nous a appris. Donc cet emplacement, j'ai mal à tel endroit, je vois tel... Pourquoi ça nous fait sacré tant de soucis, de problèmes? Il y a deux choses. D'abord, la gravité, les forces gravitationnelles qui nous ramènent vers la Terre, jusqu'à ce qu'on passe en dessous. C'est littéralement la tête, la partie la plus lourde du squelette, qui pèse sur les vertèbres cervicales, qui pèse sur la cage thoracique, qui est elle-même pleine de viscères, et tout cela pèse sur le plancher pelvien, le bassin. Donc, un alignement axial, une verticalité, va créer une compression vertébrale. C'est pour ça que le corps ne fonctionne jamais comme ça. Regardez, quand vous vous tenez debout, par exemple, vous n'allez pas tenir très longtemps avec les deux pieds parallèles et le poids du corps stricto sensu, bien aligné au milieu. En fait, très rapidement, vous allez mettre votre bassin un petit peu en rotation, puis peut-être même une main sur la hanche. Les sculptures grecques, on voit bien ça. C'est jamais droit, c'est toujours légèrement spiralé. Oui. C'est une posture naturelle. Donc c'est ça. Déjà, le corps compose avec la gravité. Si on était comme des tiges verticales, on serait compressé, créant un mal-être, un inconfort, une compression qui pèse sur nos systèmes internes et nos organes. Donc le corps a cette intuition, ce réflexe de s'enrouler sur lui-même pour composer pour recueillir ou accueillir cette gravité. Et puis après, le corps est ainsi fait. Il n'y a qu'à regarder la complexion d'une colonne vertébrale, c'est l'empilement de vertèbres dont on voit très très bien qu'elles sont faites c'est comme un escalier en colimaçon. On voit très bien que la forme des vertèbres et la manière dont elles interagissent, dont elles se connectent comme du Lego, mais pas comme des cubes, justement pour des roulements entre elles. C'est fait pour s'enrouler et se dérouler. Et donc, bien sûr, comme tous nos organes s'attachent à tous les étages de la colonne vertébrale, tous, les yeux, la langue, le système digestif et respiratoire, tout, absolument tout, s'attache sur la colonne vertébrale. Donc, évidemment, la compression de la verticalité est à bannir, puisque ça va aussi résonner sur tous les autres systèmes. Donc, plat et droit. Comment tu en es venu à cette découverte? On a dit que déjà, quand tu étais danseur, tu avais une sorte d'intuition. Mais si j'ai bien compris ton parcours, à un moment, tu as commencé à avoir très mal, et c'est à partir de là que tu as essayé de repartir de tes intuitions pour te soigner toi-même d'abord. Alors cette intuition de tout jeune, avant l'adolescence, oui, elle était sourde et elle était même complètement tue parce que je ne pouvais pas en parler. Il y avait une telle... C'était deux mondes parallèles en fait, entre ce que je vivais dans mon corps, de ce que le maître à danser vous apprend, de ce que l'institution nationale, parce que j'ai eu la chance d'être élève de l'école de danse de l'Opéra de Paris, une des plus grandes écoles au monde, une des plus prestigieuses, on ne questionne pas ce prestige, certainement pas, en tout cas quand on a 10-12 ans. Donc j'ai vécu avec cette intuition et j'ai cherché aussi à la faire taire. Et j'ai cru à ce qu'on me disait. J'avais une intuition, mais elle était pour moi presque un vice de forme. Au début, je l'ai vécu comme ça. Et puis, j'ai fini mes études. Et à l'âge de 18 ans, je suis rentré au Ballet Royal de Flandre, une grande compagnie européenne, qui est en Belgique, à Anvers.
Ça a été vraiment un âge d'or. Je suis monté très vite. J'ai monté très vite les échelons de corps de ballet à soliste grâce à un monsieur qui a travaillé avec le New York City Ballet. Je crois que tu affectionnes particulièrement l'école et la compagnie de Georges Balanchine. Et Robert Danvers, ce monsieur, m'a porté sur ses épaules et m'a appris les chorégraphies de Georges Balanchine. Et là, ça a été un renouveau pour moi. Parce que tout d'un coup, dans ce positionnement du corps qui est tout le temps dans des obliques, non plus dans une forme cubique, mais dans des allongements du corps, dans des amplitudes maximales obtenues par une tridimensionnalité du corps, tout d'un coup, mon intuition, a pu renaître et trouver un ancrage. Et là, je dois dire que vraiment a commencé un vrai laboratoire. C'est à ce moment-là, à 18-19 ans, que ce que j'avais fait taire en moi avait un terrain, un socle de recherche. Et je me suis plus arrêté. Aussi, pour cette raison-là, positive, et l'autre raison qu'on pourrait penser négative, mais qu'aujourd'hui je vois était en fait un vrai boost, c'était que j'ai commencé à avoir des douleurs assez aiguës dans le bas du dos. Ça a commencé dans le bas du dos. Plus tard, ça s'est propagé dans les hanches, les genoux. J'ai déclaré des migraines ophtalmiques qui étaient récurrentes et qui étaient assez violentes. Mais au début, à 18 ans, ça a été les douleurs du bas du dos. Et là, du coup, j'ai dû vraiment me questionner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal au dos? J'ai évidemment été chercher des solutions dans le domaine médical, comme tout le monde l'aurait fait. Mais ces douleurs ne se sont pas arrêtées. Et elles sont allées en s'amplifiant. Aussi parce que mon activité de danseur s'est amplifiée. On me confiait plus de rôles, plus de diversité de rôles, parce que ça, on peut en parler aussi. Hein. L'entraînement du danseur, il est complètement inadapté. On a un entraînement corporel qui n'a pas bougé depuis 300 ans, alors qu'aujourd'hui, on demande à un danseur de faire du Matsek, du Jerry Killian, du Balanchine, du Cunningham. Voilà. C'est un peu aberrant quand on y pense. C'est comme si on disait à un joueur de tennis, je vais te donner une raquette de ping-pong, je t'entraîne au ping-pong, et allez, vas-y maintenant, fais-moi du tennis. Tout le monde trouvait ça aberrant. Donc voilà, il y avait à la fois la douleur, un entraînement inadapté, et à la fois la merveilleuse carrière que j'étais en train de vivre, et qui me permettait, tout ça, c'était un laboratoire. En fait, mon corps est devenu un laboratoire de recherche. Puis, à 30 ans, tu dois arrêter de danser. Là, tu as des douleurs qui sont devenues vraiment intenses. On parle même qu'on doit t'opérer. En fait, j'aurais pu continuer encore puisque je me suis auto-médicamenté pendant très longtemps, sans le dire à personne, puisque un danseur, en tout cas c'est ce que je me suis dit, je ne sais pas si j'ai eu tort, mais je me disais, si je fais savoir que je suis faible, que je suis à risque, est-ce que finalement on m'enlèvera tous ces rôles merveilleux que j'ai la chance de jouer? Et comme la carrière d'un danseur est très courte, je n'ai rien dit à personne. Donc j'avais une espèce de double vie où j'ai fini par m'auto-médicamenter, ce que je ne conseille à personne. C'est juste que les traitements auxquels j'avais accès ont fini par ne plus suffire à la douleur. Et un matin, à Berlin, donc j'étais danseur étoile à l'Opéra de Berlin, je me suis levé, mais vraiment, sous la couette, j'ai ouvert les yeux et je me souviendrai toujours de ce jour-là. Je me suis dit, stop. Je rentre à Paris. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais il faut faire une pause. Il faut voir ailleurs si j'y suis. Oui, donc j'avais 30 ans et le diagnostic a été comme un coup près. Tout le monde s'est accordé, y compris les personnes autour de moi, proches, m'ont dit, scientifiques et autres chirurgiens que j'ai vus à Marseille et à Paris, m'ont dit vous avez la colonne vertébrale d'un homme de 80 ans, j'ai jamais vu ça. J'ai entendu les mots carnage, épave, votre colonne vertébrale est une épave, je sais même pas comment vous arrivez à marcher, monsieur, faut arrêter là, vous allez vraiment au clash, faut vous faire opérer. Et tout le monde était d'accord là-dessus. J'avais de multiples hernies discales, dont on sait aujourd'hui que c'est pas le disque abîmé qui est le problème, c'est en fait ce sont les amas de fascia qui sclérosent autour de ce qui est abîmé. C'est pas les disques qui font mal, donc ça sert à rien de les opérer, puisqu'aujourd'hui on sait que si on fait glisser les fascias autour des disques, ça enlève la douleur. C'est ce qui m'est arrivé quand je suis tombé nez à nez avec ce fascinant fascia dont on va parler dans un instant. Donc j'ai refusé l'opération, après avoir vraiment mûrement réfléchi, m'être cogné à tous ces diagnostics, avoir demandé
comme des garanties. Est-ce que ça ira mieux? Est-ce que je pourrais redanser? Et en fait, personne ne pouvait vraiment me répondre. C'est toujours un petit peu fuyant. Et c'est ça je me suis méfié. Et y compris des gens de ma famille. Qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, des scientifiques. Qui sont... Oui, qui avaient un... Ah oui, qui sont des chirurgiens orthopédistes. Ah oui, en plus. Donc clairement, ceux qui auraient pu m'opérer. Et ça a fâché tout le monde. En fait, j'ai pour la première fois, mais je me suis rappelé ça il n'y a pas très longtemps, et je l'ai formulé dans une formation auprès d'aspirants coach, où je leur expliquais que c'est notre façon d'enseigner le Moon's Floor, que cette méthode qui m'a sauvé la vie et qui sauve la vie de tant de gens, des milliers de gens à travers le monde aujourd'hui. Il y a une façon de l'enseigner, c'est qu'il faut l'enseigner dans une extrême lenteur. C'est le paradoxe de mouvements très toniques, mais qui doivent être très lents. Ce paradoxe, c'est ça qui crée des résultats rapides et atypiques. Mais donc évidemment, il faut une voix adaptée, parce que les gens sont allongés par terre, c'est de la musique qu'on fait. Et je leur disais, vous voyez, en fait, je me suis souvenu que dans ce petit 13 mètres carrés, cette chambre de bonne, dans laquelle j'ai atterri en revenant de l'Opéra de Berlin, je me souvenais, c'est de là d'où vient ce silence, ce calme, c'est que j'étais tellement désespéré, j'avais tellement mal que je ne pouvais pas bouger vite. Et c'est pour la première fois que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je pourrais faire que j'ai jamais fait dans ma vie? C'est de m'enrouler, de me dérouler, de faire des mouvements spiralés que j'étais convaincu étaient contre nature à l'époque, sans savoir que la biomécanique avait fait un virage à 360 degrés. Et donc je me mets à faire ces mouvements-là, mais que j'ai tellement mal que je les fais dans une lenteur hors norme. Et c'est exactement ce dont le fascia, le système facial, on l'appelle aussi, a besoin pour se retexturiser et dédensifier toutes ces couches de gel très serrées, très asséchées, qui font des nœuds et qui créent des douleurs atroces autour de la colonne vertébrale. Et en 3 jours, c'est comme si j'avais rien eu. Dingue. Oui, c'était dingue. Ce qui est dingue, c'est que là, donc le diagnostic est catastrophique. En 3 jours, tu vas mieux et que c'est reproductible. Enfin, parce que voilà, c'est ça, oui. Le truc est complètement dingue, c'est que tous ceux qui nous écoutent peuvent le faire. C'est reproductible, ça marche. Donc là, il y a un arrière-plan dont on va parler maintenant, qu'on a nommé un peu le mot, les fascias. L'arrière-plan qui permet de comprendre, que c'est assez rare, que quelque chose comme ça d'assez miraculeux. Ouais. On dit que tu es comme t'as la colonne d'un vieillard de 80 ans, tu pourras plus... si tu continues, tu pourras plus continuer à marcher. Et là, tu vas bien. En 3 jours... Je suis un illuminé, hein. Je suis par terre, je me suis sidéré. Et donc, il y avait toutes les intuitions avant. Mais alors, c'est quoi les fascias? À l'époque, il faut bien comprendre que je ne sais pas ce que c'est. Je suis illuminé, je suis par terre et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis en plus, il y a des effets mentaux. Si vous voulez, le fascia ou le système facial, on dit les fascias, mais la nomenclature a changé. Les scientifiques préfèrent dire le système facial. Oui, c'est mieux, ce serait mieux. Moi, je préfère dire comme Jean-Claude Guimberteau, le fascia. Parce que les fascias, on croirait qu'il y en a plusieurs. C'est le fascia, il n'y en a qu'un seul. Ça a la forme d'une peau transparente, élastique, que vous voyez chez le boucher, que le boucher retire pour que vous puissiez manger votre viande. Mais la vaste majorité du poids, et c'est à peu près environ 40% de notre poids du corps, c'est une sorte de gel, on pourrait décrire ça comme un gel visqueux, et comme un gel c'est extrêmement léger, pour que ça fasse 40% de notre poids du corps, ça veut dire qu'il y en a vraiment partout. Moi je dis toujours, on baigne dans un océan de fascia. Donc tout ça, moi je le sais pas à l'époque, on est en 2004, je suis allongé dans cette chambre de bonne, et je vis ça, oui, je suis un peu illuminé, et alors j'ai la conviction immédiate, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, je vais chercher ce que c'est, je vais ouvrir des livres, je vais chercher, j'ai pas trouvé. Mais je vais chercher à comprendre, et surtout je vais continuer de faire ce que je fais, puisque ça me fait du bien, puis ensuite je vais le tester sur les autres. Mais il y a un effet mental. C'est-à-dire le fascia aujourd'hui, c'est en quelque sorte, si vous voulez, c'est la preuve scientifique que le corps et l'esprit, qui, en tout cas de mon époque, années 70, 80, 90, 2000, c'était un peu ésotérique, de dire les choses, le corps et l'esprit, c'était pas très scientifique. Le fascia vient résoudre cette compréhension. Clairement, le fascia est un levier de notre santé mentale et physique. Et il est extraordinaire parce qu'il a des résultats, des résonances qui sont quasi immédiates et qui nous mettent dans des états de sidération. Mais moi, je dis toujours,
Ce n'est sidérant que parce que c'est nouveau, qu'on ne le connaissait pas. C'est en 2018 qu'il a été déclaré le 80e organe du corps humain. Depuis la Boston Harvard University, les chercheurs du monde entier qui ont cherché pendant 11 ans à prouver ce qui avait été trouvé, qui avait été déjà découvert, ont mis 11 ans pour s'organiser et déclarer au monde entier en 2018, c'est un organe, on s'est trompé. C'est pas une matière inerte de remplissage du corps. Jean-Claude Guimberteau dit, il n'y a pas d'espace libre, il y a du fascia partout. Et en fait, c'est un organe qui organise notre santé mentale et physique. Pourquoi il organise notre santé mentale ? Pourquoi vous êtes blond, brun ? Pourquoi vous êtes noir, blanc ? On ne sait pas, en fait. On l'avait ignoré. Et maintenant qu'on ne l'ignore plus, qu'on ne le méprend plus et qu'on ne le méprise plus, parce que les fasciathérapeutes ont été méprisés, jusqu'à ce qu'aujourd'hui... Quand j'étais jeune, il y avait des fasciathérapeutes, donc on parlait déjà des fascias. Oui, mais ils étaient ostracisés, c'était des gens un peu spéciaux, des gourous... Oui, il y a même un moment, ils ont été considérés... je sais plus, ils ont été mis de côté. Sectaire, voilà. Sectaire. Oui. Bon, il y a des dérives dans tous les métiers, mais les fasciathérapeutes sont des gens très sérieux qui avaient bien compris qu'il faut. Alors eux, c'est sur la surface de la peau. Moi, ce que je fais, c'est de l'intérieur. C'est nos propres. C'est pas la même chose. Non. Ce sont les mêmes concepts. Ouais, ça c'est bien de distinguer, parce qu'au début, moi, j'étais un peu perdu parce que je me souvenais quand j'étais jeune avoir été voir quelqu'un qui était un fasciathérapeute, et je dis mais ça n'a aucun rapport avec ce que tu fais, parce que voilà, c'était juste une sorte de massage comme ça. Il y a différentes techniques, mais par exemple, après il y a la palpation des fascias. J'ai eu l'immense honneur de rencontrer Karl Achteko. Karl Achteko, c'est comme Thomas Myers et Jean-Claude Guimberteau, avec Robert Schleip, ils sont 4, c'est les superstars des chercheurs sur les fascias, des pionniers, qui ont écrit et qui ont vraiment révolutionné la compréhension du fascia à l'échelle mondiale. Karl Achteko m'a fait venir au congrès d'anatomie à Rouen, là, en mai dernier. Elle voulait qu'on parle devant des caméras. Et elle est la fille de Luigi Stecco, qui est un des premiers en Europe à s'être intéressé. Ce sont 2 chirurgiens, en fait. Carla et son père Luigi sont des chirurgiens qui dissectent, font de la dissection des corps et ont cherché à comprendre le fascia. Et elle explique très bien ça, en fait. Elle dit, le fascia, c'est clairement un organe qui agit sur notre mécanique, c'est-à-dire quand on le retexturise, quand il est en bonne santé, c'est-à-dire quand il est bien glissant, qu'il n'est pas collé, parce que une texture telle, qui est visqueuse, elle va avoir vite tendance à coller. Si on est sédentarisé, qu'on reste longtemps assis, longtemps debout, ou alors qu'on ne fait pas les bons mouvements, des mouvements verticaux, sans induire la rotation du tronc, eh bien le fascia va se coller et puis vite s'assécher et ensuite peut même scléroser. Et comme il est partout dans la moelle épinière, dans le cerveau, dans le système nerveux central, on baigne dans un océan de fascia. C'est comme si le corps était un pullover en laine et vous le plongez dans votre baignoire. L'eau, c'est le fascia. Et donc, bien entendu, puisqu'il est dans tous ces systèmes cognitifs, il a une influence forte aussi sur notre confiance en soi, notre rapport aux autres. Et moi qui étais dans une dépression nerveuse sévère, parce qu'il faut bien se dire que pendant 16 ans, j'ai caché à tout le monde, à mon entourage, que ça allait pas du tout, que j'avais mal, que je me levais tous les matins et que j'allais sur scène avec des douleurs atroces, en moto-médicamentant. Évidemment que ça pèse sur le système nerveux. Et que j'ai fini avec une dépression nerveuse sévère. Et en fait, je n'ai jamais pris aucun psychotrope, je n'ai jamais rencontré aucun psychologue. Par le mouvement, c'est comme une libération en fait, c'est vraiment un poids de tension qui tombe, parce que le fascia, on dit aussi que c'est comme un deuxième cerveau. Ça enregistre les informations du corps, de toutes les informations de nos vies en fait, physiques et mentales. Et donc vraiment, j'ai senti comme une espèce de fulgurance qui m'a réparé mentalement, extrêmement rapidement. Je saurais pas dire, mais en quelques mois, en moins d'1 an, j'ai dépassé quelque chose qui était assez dramatique quand même. Un jour, je dirai à quel point. Je reste à de pas comprendre comment cette sorte de gélatine que j'ai dans mon corps, qu'est-ce qui se passe quand ça va pas. Donc on a dit, elle se fige un peu, elle colle, donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème quand on prend pas soin de nos fascias? Quelles sont les difficultés qu'elle peut rencontrer? Que j'ai du mal à comprendre comment ça peut aider en cas de dépression. Je suis pas le seul. Des tonnes de gens à travers le monde, non seulement se posent ce genre de questions, d'autres encore disent c'est pas possible ce que vous dites. C'est impossible. J'y crois pas.
Eh ben, bien falloir y croire, parce que maintenant c'est immuable, c'est scientifique, on va vers ça. Ça y est, on y va. Et les universités, aujourd'hui, dans le monde entier, sont en train de repenser aussi leur programme universitaire. Puisque, comme le dit Thomas Myers avec son humour légendaire, il dit qu'il faut brûler les livres d'anatomie. Alors les gens rigolent dans ces conférences, parfois il dit non, je ne plaisante pas. Il faut recommencer, il faut réécrire le corps. C'est un nouveau paradigme. Ce qu'on a découvert nous oblige à repenser le corps. Alors, pour répondre à ta question plus précisément, là encore une fois, je ne suis pas scientifique, je vous dis, je vous transmets ce que je sais. C'est très bien, moi je veux pas de trucs trop scientifiques, juste comprendre un tout petit peu. Que tout le monde comprenne. Alors, on a découvert, on pensait que notre rapport au monde, c'est-à-dire nos sensations physiques, le chaud, le froid, l'amour, la haine, nos rapports à l'espace, le rapport de la conscience de mon corps par rapport à la distance à ce micro, par rapport à toi, tout ça... repose sur ce sont les récepteurs qu'on a dans notre peau et nos muscles, qui sont comme des radars, qui nous permettent de vivre avec le monde qui nous entoure et de réagir, d'interagir et de réagir, ou de contre-réagir au monde qui nous entoure, grâce à des récepteurs qu'on a par millions dans nos muscles et dans notre peau. Et badaboum, tout s'écroule, on s'aperçoit que le fascia contient non pas 2 fois plus de récepteurs, ce qui serait déjà révolutionnaire, pas 3 fois plus, pas 4 fois plus, pas 5 fois plus, de 6 à 10 fois plus que dans la peau et les muscles. Donc le fascia, c'est pas juste un sorte de gel, mais c'est un gel qui a des récepteurs. C'est un organe sensoriel par excellence. Il faut s'imaginer la tête, les mâchoires, les bras des scientifiques dans les laboratoires qui ont dû tomber. Bah oui, parce que ça veut dire qu'en fait... Franchement, ça reste encore pour moi... mais oui, c'est de la science-fiction. J'arrive pas à me représenter comment quelque chose comme ça qu'on voit pas, gélatineux, qui est gélatineux, qui n'a pas de forme, qui commence et ne finit nulle part, et qui change de forme toutes les minutes. C'est un peu... Là, les fascias nous écoutent. Là, je dis toujours, c'est les envahisseurs. Ils sont sous la peau et ils nous écoutent. Ils sont très réactifs aussi à la moindre vibration, au son, à la musique, toutes sortes de choses. C'est un organe extrêmement sensible. Et comme on ne s'en est pas occupé, et que même, je dirais, moi qui viens d'une famille de scientifiques qui m'ont dit, écoute, laisse tomber, t'es pas scientifique, et puis ça sert à rien les fascias, on les gratte, on les jette à la poubelle, dans les blocs opératoires. Il va falloir faire autrement, parce qu'aujourd'hui on sait ça, ce que je viens de vous dire. Donc on lui a tourné le dos et on a dit les fasciathérapeutes c'est des charlatans. Maintenant il faut faire l'inverse, il faut que tout le monde fasse un virage et qu'on se dise ok, tiens, le prince charmant est arrivé sur son grand cheval blanc, il faut qu'on écoute ce qu'il a à nous dire parce que ça peut changer nos vies. C'est une intelligence corporelle qui arrive dans un monde qui baigne dans l'intelligence artificielle. On ne sait pas où on va avec cette intelligence artificielle, personne ne sait vraiment. Mais on sait qu'on se risque à des mutations qui seront peut-être pas forcément bonnes pour l'humain, pour son apprentissage, pour sa santé physique et mentale. Par contre, le fascia, on sait. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une intuition que tu as depuis que tu es enfant, une expérience que tu fais tout seul dans ta chambre, quand tu vas mal, tu vas rencontrer une découverte scientifique qui corrobore ton intuition, qui va te permettre d'aller plus loin, d'asseoir. C'est aussi un coup de peau absolument extraordinaire. C'est le loto. Et après, tu vas rentrer dans... Tu comprends que les fascias permettent de rendre compte de ton expérience. Et là, on voit que tu as rencontré tous les spécialistes. Ça va t'enthousiasmer. Ça a pris du temps. Mais disons, il y a cette rencontre-là entre toi, danseur, ton expérience de souffrance, et cette révolution de compréhension du corps humain. En fait, j'ai tout de suite su, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans cette chambre de bonne, c'est quand je dis illuminé, c'est parce que c'était cette sensation de libération physique et mentale. Mais j'ai su tout de suite, j'ai gagné au loto, là. J'ai trouvé quelque chose. Je le savais, c'est juste que je ne savais pas quoi. Et que je trouvais pas de réponse. Alors d'abord, je suis allé chercher avec la biomécanique contemporaine, les chaînes musculaires croisées, j'ai lu des choses, des rapports scientifiques, le livre d'Odile Rouquet, Les pieds à la tête, m'ont aussi beaucoup aiguillé. J'ai eu la chance de rencontrer Odile Rouquet, qui est la papesse de la biomécanique adaptée à la danse, qui a étudié avec Hubert Godard à New York. Et en France, c'est elle qui est à l'origine de l'anatomie fonctionnelle adaptée à la danse. Donc tout ça est très institutionnalisé
aujourd'hui. Elle enseigne, ou ses travaux sont enseignés à l'école de danse de l'Opéra de Paris, au Conservatoire national supérieur de danse. Donc j'ai lu des choses quand même qui m'ont permis d'avancer, de comprendre un peu. Qu'est-ce qui t'a permis de comprendre, elle ? La décompression de la colonne vertébrale. Et qu'en fait, les chaînes musculaires croisées, c'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience comme danseur, puisqu'en fait, on essaie d'avoir un parfait alignement des épaules et des hanches. Alors qu'en fait, au centre, on va tout le temps faire ce qu'on appelle des épaulements ou des swings qui nous permettent de bouger dans l'espace. Voilà, tout ça. Et en fait, ça porte un nom, les chaînes musculaires croisées. Et les chaînes musculaires droites qui ne fonctionnent pas ensemble. C'est l'une ou c'est l'autre qui se contractent. Et comme on contracte tout le temps, y compris dans les clubs de sport, hein, nous, on soulève pas de la fonte, hein, mais on tient et on rigidifie son corps pour parfaire le mouvement des pieds et des jambes à la barre. Donc c'est la même chose que ce qu'on fait dans les clubs de bodybuilding, en fait, ça revient au même. Hein. Et là, on travaille les chaînes musculaires superficielles droites. Celles en dessous, les croisées, c'est la guimauve, ça travaille pas. D'où mes problèmes de dos, parce qu'en fait, on se tasse comme ça. Et on n'a pas la résistance, on n'a pas on n'a pas l'environnement musculaire. Donc ça, je l'ai compris avec Odile Rouquet, confirmé par d'autres lectures. Mais il n'y avait pas le fascia là-dedans, on n'en parlait pas. C'était nulle part. Et puis quand je posais la question, on me disait, mais laisse, ça sert à rien. On jette à la poubelle. Donc je suis pas allé chercher dans cette direction-là, j'ai abandonné ça. Et puis c'est plus tard, en 2018, quand ça a éclaté, que dans les grands journaux, la presse généraliste et les choses parfois un petit peu plus spécialisées aussi, mais vraiment, on voyait même dans les magazines de mode, hein, le fascia, la révolution des fascias, c'est là où j'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et je suis tombé sur plusieurs papiers et les 5 stratégies motrices, c'est les types de concepts de mouvement, des schémas de mouvement, il y en a 5, qui activent le fascia, le retexturisent, en plus de déclencher son fameux pouvoir d'auto-régénération. Parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'il y a une cerise sur le gâteau. C'est déjà extraordinaire, si ne serait-ce que ça, de pouvoir retexturiser, de détoxifier son corps de ses tensions parasites, de ces inflammations. On peut désenflammer le corps en faisant ces mouvements-là, ces mouvements spiralés dans une extrême lenteur. Mais alors en plus, cerise sur le gâteau, je le disais, on peut se régénérer au niveau cellulaire. Alors là, tu disais tout à l'heure, c'est sidérant, j'y crois pas, j'ai du mal à me figurer. On comprend pourquoi les gens parfois disent encore, non, c'est pas possible. C'est du commerce. Moi, j'y croyais pas, j'ai du mal à comprendre. Oui, pareil, hein. Je sais pas, mais on a du mal à s'imaginer qu'aujourd'hui, alors que tout est robotisé, on va vers une robotisation de la société, se dire, en fait, le corps, il est capable de régénérer au niveau cellulaire. C'est Blade Runner, le film, en fait. On fait des humanoïdes. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, on savait pas. On revient de loin. Et moi, je trouve génial, en fait, qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme par hasard, au XXIe siècle, alors qu'on est dans un virage sociétal, on ne sait pas où on va avec cette intelligence artificielle, il y a quelque chose de pas du tout artificiel qui nous tombe, qu'on n'a pas vu venir, c'est l'intelligence corporelle. Ce corps judéo-chrétien qu'on a un peu méprisé, ou dont on se méfie, hein, en fait, il faut aller voir là. Parce que l'intelligence, elle n'est pas là, elle n'est pas là-haut, elle est là, à l'intérieur. Et elle peut changer vraiment, elle peut nous changer profondément. Tu avais déjà pensé à des exercices qui t'avaient fait du bien. Est-ce que la rencontre, la compréhension des fascias, et la rencontre des grands spécialistes des fascias, a changé quelque chose à la manière dont tu as mis en œuvre ta méthode ? Non, pas du tout. Donc ta méthode, elle était déjà là. Oui, voilà. Les fascias permettent de la comprendre et de l'expliquer. Mais au fond, ton approche dont on va parler, tu l'avais déjà. J'ai une admiration sans fin pour les personnes qu'on a citées, Thomas Mayer, Jean-Claude Guimberteau, Karl Echteco. Ils m'ont appris à comprendre mon métier par mes lectures, en les écoutant aussi beaucoup à la télévision, à la radio. Les écouter m'a permis de confirmer ce que moi je savais par le ressenti, puisque ma recherche elle est empirique. Je suis pas scientifique, je suis pas médecin. Les médecins ont une connaissance du corps bien plus fine que moi, et en même temps, moi, leur théorie, je la comprends. Avant de la connaître, je la comprenais sensoriellement, si je puis dire.
Et donc quand j'ai eu la chance inouïe de rencontrer ces gens, alors Thomas Myers et Jean-Claude Camberto, là c'est dans 2 jours à l'université Paris-Cité, l'université Paris-Cité qui a un colloque qui s'appelle le corps incarné et qui réunit Jean-Claude Camberto, Thomas Myers, Alain Berthoz le philosophe, il y en a d'autres, Monsieur Andrieux, Christine Lescanf, je crois que j'en oublie, et tous ces gens-là vont parler du fascia, du rôle du fascia aujourd'hui dans le monde. Et je suis là aussi parmi eux. Mais tous ces gens-là ont une connaissance théorique du corps bien plus poussée que la mienne. On pourrait se dire, qu'est-ce que ces gens m'ont apporté? Ça. Mais avant de les rencontrer dans 2 jours, moi ça fait 25 ans que je fais ce que je fais, et 14 ans avant que le fascia soit reconnu. Alors il y a des gens qui disent, mais non, vous pouvez pas dire que c'est vous qui avez inventé le fascia. Mais j'ai jamais dit que j'avais inventé le fascia. Je dis simplement qu'il a été théorisé et reconnu comme un organe en 2018. Et que moi, 14 ans avant, je suis tombé nez à nez avec cet étrange et fascinant fascia. Donc toi, je l'ai pas inventé, il était toujours là, ce fascia. Toi, tu avais déjà compris cet autre rapport au corps, ouais, donc voilà. ce corps qu'on a dit, non plat, non vertical. Comment l'activer, c'est ça que j'avais trouvé. Et ceux qui ont découvert les fascias, ils doivent, eux, être un peu scotchés de ce que tu fais et se dire, tiens, il y a quelqu'un qui a réussi à mobiliser les fascias. Parce qu'on pourrait dire, c'est pas parce qu'ils ont découvert les fascias qu'ils savent comment les mobiliser. Et au fond, ce que la rencontre, donc c'est intéressant que tu parles, voilà, que même un colloque de scientifiques, maintenant, les gens t'invitent parce qu'ils se disent, c'est surréaliste, mais comment il peut y avoir quelqu'un qui sait les mobiliser? Parce que c'était pas évident de savoir comment les mobiliser. On comprend sa structure fractale, on comprend le fascia, on sait que par sa forme, enfin sa non-forme, qu'il faut qu'il aille dans toutes les directions. On sait qu'il faut qu'il soit malaxé, il soit froissé et défroissé, non pas en ligne droite, mais comme je le fais avec ma main. Mon avant-bras, là, il fait une rotation. En fait, il faut le malaxer comme ça et le défaire. Fermer et défaire dans un mouvement spiralé d'une extrême lenteur. On sait qu'il faut que ce soit multidirectionnel. C'est-à-dire que le fascia, il n'aime pas ça. Il n'aime pas un mouvement répétitif. Il faut qu'il y ait dans toutes les directions. Thomas Myers, qui est un scientifique, mais qui est pourtant très artistique, je trouve que c'est un poète, il dit « C'est très bien ce qu'on vous fait dans les clubs de gym. Il faut le faire. C'est beau. Quand on est jeune, on a envie d'avoir des muscles saillants. Mais il faut faire autre chose aussi. Parce que si c'est trop systématique, vous allez vous abîmer. » Et il dit pourquoi ? Parce que la vie ne nous vient pas d'une seule direction. La vie, elle ne vient pas d'une direction. La vie, elle nous vient de toutes les directions. Tout est dit. Le fascia, il a besoin que la vie, les forces et les contre-forces qui le traversent, nous, on est juste des vecteurs. Il faut que ce fascia soit traversé de forces et de contre-forces. Donc tridimensionnel. Si c'est toutes les directions, c'est pas bidimensionnel, c'est-à-dire vertical ou horizontal. Il faut que ce soit tridimensionnel. Et quand on a compris ça, on a tout compris. Et c'est simple à faire, c'est simple à mettre en place. C'est pas quelque chose de compliqué. Tout le monde a accès à ça aujourd'hui. Alors ton approche, qu'on appelle Moonfloor, donc de ton nom plus le mot anglais sol, parce que l'exercice se fait allongé au sol. Parce qu'on est moins soumis au poids du corps. Exactement. Ça annule les forces, la gravité. Alors, donc je vais révéler ici. Et, avant de faire l'entretien, j'ai demandé quand même à essayer. J'avais lu, mais j'ai demandé à essayer. Donc on a fait une séance. T'ont embrassé. C'est sûr que il faut que les gens essayent, parce que c'est bien d'avoir la compréhension, mais tant qu'on l'a pas fait, on peut pas deviner ce que c'est. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on a pu faire. Alors, il y a 3 axes des exercices, si j'ai bien compris. La lenteur, l'absence de force et la spirale. Il y a énormément de force. Alors, barre ça sur ta fille. D'accord, je barre. Alors, en fait, tu as dit 2 choses très intéressantes. Effectivement, la spirale, dans l'entraînement corporel, elle est définie comme ce qu'il y a de plus, justement, de plus tonique. Pourquoi ? Parce que déjà, une force et une contre-force qui s'éloignent comme ça, tout le monde comprend, ça induit beaucoup de force, d'énergie. Puis après, il faut revenir. Mais nous, on ne fait pas ça. C'est encore plus que ça, puisqu'en fait, il ne s'agit pas juste de s'éloigner, c'est de s'éloigner et de tourner dans une
dans une direction opposée. Puis après, il faut le reconstruire, il faut remettre le corps à plat. Tout ce contrôle, c'est notre système nerveux central, qui est la tour de contrôle de notre tonus, qui va se mettre en action pour porter toutes ces masses corporelles. C'est pas un geste qui swing rapide où dans la vitesse on perd là, le poids. Le poids produit de la vitesse. Là non, on n'utilise pas du tout la vitesse. Donc à chaque instant, à chaque seconde, à chaque fraction de seconde, on porte son poids du corps. On le laisse, quand ça descend et que ça monte, on pourrait lâcher et le poids du corps nous fait finir quelque chose. Ben nous, on contrôle. Même quand la tête, elle est à 3 cm du sol, elle est dans le vide, on va la reposer comme ça. Et du coup, tout se contracte tout le long de la colonne vertébrale. Ce que tu disais justement, donc effectivement, la spirale est ce qui existe de plus tonique, et le paradoxe, c'est qu'il faut le faire dans une extrême lenteur. Donc c'est ça aussi qui rend la chose très accessible. Parce que nos seniors, et notre doyenne a 101 ans, dans son lit sur un matelas assez dur, elle fait les mouvements. Et elle fait pas des mouvements de débutants, 101 ans. C'est impressionnant. Et je dis toujours, oui, c'est impressionnant, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas conscience que le corps, sa nature, c'est de spiraler sur lui-même. Cette femme de 101 ans, elle ne redonne qu'à son corps que ce dont il a toujours eu besoin. C'est pour ça qu'elle est devenue addicte. Maintenant, tu as dit autre chose, je trouve de très intéressant, je voudrais juste le relever. Tu dis, c'est quand je l'ai fait, c'est là où j'ai senti, j'ai compris. Eh ben, ces chercheurs, c'est ça qui les intéresse. C'est qu'en fait, eux, ils dissectent, ils font de la dissection des corps, et ils touchent au fascia avec leurs mains, soit avec des gants de plastique, soit dit en passant, ils portent des gants en latex, et les fasciathérapeutes, c'est sur la surface de la peau. Quand on le vit de l'intérieur, et que tout d'un coup on sent ces circulations de force qui vont d'une main au pied opposé, qui traversent la mâchoire à l'épaule opposée, rentrent dans l'épaule, descendent vers la hanche opposée, quand on sent ces circulations de force à l'intérieur, mais c'est tout un monde, c'est un théâtre de sensations qui s'éveille. Et donc vous imaginez, les chercheurs, c'est des humains, faits d'émotions, qui ne connaissent le corps, pardon de le dire, mais surtout de manière théorique. Donc là, tout d'un coup, ça devient sensoriel. C'est une toute autre approche du fascia. Donc oui, parce que c'est retrouver un savoir profond de notre corps, alléger notre corps. Mais quand j'ai dit absence de force, je voulais dire on n'y va pas en force. Sans élan, c'est ça que tu veux dire. Il n'y a pas d'accélération, de ça ne ressemble pas du tout à la plupart des exercices. Parce que oui, il y a de la force, mais on peut dire qu'il y a de l'allant, il y a de l'élan. Mais il faut se confier un peu au mouvement du corps. On accompagne le mouvement du corps, mais il y a un côté, c'est pas un travail. C'est un travail qui demande une sorte d'attention, mais pas très volontaire. Ah, j'aime bien ça, oui, involontaire, parce qu'effectivement, c'est la réalité. On laisse on sait quel mouvement on doit faire. Il y a des réflexes. Mais on doit on doit accompagner, laisser le mouvement se faire. C'est pas je fais ce mouvement. Si je fais ce mouvement, je vais pas l'accompagner. Et donc je bloque quelque chose des fascias. Il y a un mélange de lenteur. En fait, tu parles d'une résultante, mais moi je te parle d'une nature humaine. En fait, les chaînes musculaires croisées, elles ne peuvent pas se contracter par la volonté. Donc c'est tout à fait correct ce que tu dis, je le souligne. Par exemple là, je contracte les chaînes musculaires droites, tout ce qui est à la surface. En dessous, les chaînes musculaires croisées, c'est fluffy, c'est mou. Pour qu'elles s'activent, ces chaînes croisées, il faut qu'il y ait un mouvement rotatoire. Là, c'est elles qui sont responsables de mon mouvement rotatoire et de sa déspiralisation. Donc c'est ce qu'on appelle un réflexe, en fait. Ça ne s'active que par une stratégie, pas par là, rien ne se passe, ça ne se contracte pas. Donc c'est tout à fait juste ce que tu dis. Mais néanmoins, ces chaînes musculaires croisées qui sont en dessous, on les sent se contracter. Elles se contractent. Et les athlètes... On les sent se contracter. Oui, puis souvent dans le rapport... Ça se gaine, il y a des résultats aussi. Oui, bien sûr, mais en général, dans le rapport, disons, habituellement au corps, c'est « allez-y, tu peux plus, allez, continue, c'est ça. Pousse. » Et transpirer. Pousse. Oui, là, il n'y a pas une goutte de transpiration. Non, donc on a cette idée... j'ai un rapport réel au corps si je vais un peu plus loin. Et même aujourd'hui, malheureusement, même des choses qui n'étaient pas dans cette direction comme le yoga, on voit qu'il y a la tendance, je vais plus loin, je pousse plus fort, je deviens très fort, je deviens un technicien. Oui. Et puis, moi je me souviens il y a très longtemps, j'avais fait un stage où j'enseignais la méditation avec des professeurs de yoga et je me disais, mais c'est les Jeux Olympiques de celui qui va être le plus fort et le plus puissant dans les postures les plus invraisemblables. Donc là, c'est pas du tout ça.
on n'est plus dans cet horizon-là. Donc, il y a un changement, il y a quand même un changement d'horizon. C'est ça que tu parles, que pour les seniors, il y a un truc qui est très simple à faire. Alors, parce qu'on est dans une extrême lenteur, dans une extrême écoute, dans quelque chose qui est très précis mais très simple, non ? C'est précis et simple. C'est plein de paradoxes, mais paradoxes pourquoi ? Parce que nos croyances sont encore en arrière, elles sont encore passéistes. Le paradoxe, c'est qu'on va trouver dans un cours de Moonsflore un athlète de olympique et une boulangère qui avait jamais fait de sport avant. Un garagiste, un senior. Et tout le monde va y trouver dans bénéfice. Le même cours. Et tout le monde va y trouver bénéfice. C'est quand même extraordinaire. Bien sûr. Ça, c'est quand même... C'est étrange. Moi, je suis philosophe, donc je ne peux pas ne pas m'arrêter là. Ça dit quelque chose d'un autre rapport au corps. Voilà. Quand je dis, pour commencer, que ce n'est pas le corps qu'on connaît, performatif. C'est très impressionnant qu'on peut dire aux gens, oui, c'est très important, parce que voilà, un des grands messages qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas rester immobile, il ne faut pas rester sédentaire. C'est très important. Mais là, la réponse que tu donnes, elle est tout autre que celle qu'on connaît. C'est-à-dire, la plupart des médecins vont conseiller aux gens, il faut que vous bougiez, donc faites un peu de sport, etc. Maintenant, là, avec le Moonsflore, c'est vraiment un autre paradigme. Et comme c'est pas une question de puissance technique, c'est accessible à tout le monde. On ne transpire pas. Il n'y a pas de transpiration, il n'y a pas d'essoufflement. Il n'y a pas ça. Et pourtant, on travaille sur son système respiratoire, puisque le diaphragme, le muscle de la respiration, est constamment froissé et défroissé de l'intérieur. On l'entend d'ailleurs. C'est frappant dans les cours de Moonsflore. Par moments, on entend des râles. Les gens... quelque chose qui lâche. Donc en fait, on a une meilleure respiration. Les athlètes de haut niveau, par exemple. Les athlètes olympiques que j'ai entraîné pendant des années, avant que je parte m'installer aux États-Unis, il y a maintenant de ça 3 ans. Alors maintenant, je suis rentré en France, mais j'ai entraîné les athlètes olympiques, le canoë-kayak, la natation synchronisée, pendant une courte période, le cyclisme, Roland Garros, les tennisman, et puis des danseurs étoiles. Ces gens-là sont dans la performance, sont dans la recherche d'un gain de performance et de précision du geste. Et c'est ça qui les a intéressés. C'est que de faire ces mouvements qui apparemment semblent, avec des gros guillemets, simples et accessibles à tous, produisent rapidement des effets grâce à ce fameux fascia. Maintenant, on dit, et là encore je trouve qu'il y a une forme de paradoxe, parce qu'on dit, tu viens de le dire, et les gens le disent, tiens, j'ai l'impression de ne presque rien faire, ou ça paraît si simple. Ah, pour une fois, j'arrive à me souvenir d'exercices longs, et d'habitude, j'ai une mauvaise mémoire. Mais la spirale reste, je le redis, ce qu'il existe de plus sophistiqué dans l'entraînement corporel. Une spirale est beaucoup plus sophistiquée qu'un geste droit, horizontal ou vertical, puisque c'est la dissociation de parties de corps. Et nous, elle est multidirectionnelle. C'est qu'on va aller dans une direction, changer la direction, changer une troisième, et on revient finalement là où on était. Donc c'est sophistiqué. Pourquoi les gens le vivent comme une simplicité ? Parce que c'est physiologique. Quand c'est la nature, ton corps dit « je connais ». Oui, tu as raison. C'est pas du tout simple, c'est très complexe, mais la simplicité, c'est aussi le fait que tout le monde peut y arriver. Que, en général, n'importe quel exercice universel. Physique, je suis tout de suite confronté, je peux pas. Je peux pas porter autant de fonte, je peux pas être le meilleur dans n'importe quel exercice physique. Pas croiser mes jambes en tailleur. Voilà, donc il y a toujours une... Là, il y a pas c'est pour ça que la simplicité, c'est qu'il n'y a pas de limite comme ça, mais tu as raison, c'est d'une méticulosité. C'est très... Et la lenteur nous permet, je dis toujours, c'est de la haute couture. Les petites mains de chez Chanel, et on a le droit de dire des marques. On a le droit. Les petites mains de chez Chanel, quand on voit ce reportage avec Karl Lagerfeld, on les voit, hein, c'est 6 mois comme ça de poser à la main. C'est ça. Quand dans cette lenteur, au fil d'un mouvement, c'est pas à la fin d'un mouvement que le professeur va dire, bon, chers élèves, ça, peut mieux faire, voici les marges de progression. Là, non, au sein du mouvement lent, le professeur peut dire, faites ceci, faites cela, rajoutez de ça, faites un peu moins de ça. Au sein du mouvement, on est en train de s'agencer. Au bout de 2 répétitions d'un exercice, le professeur dit systématiquement, nous on le nomme, hein, on appelle ça la phase de mise en place, 2 fois l'exercice, et ensuite les 6 fois qui restent, on dit, allez-y, maintenant c'est à vous. Et les gens
ont mémorisé la chose en seulement 2 répétitions. Tout simplement parce que la lenteur permet de prendre son temps et donc de regarder et de sentir ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis parce que c'est physiologique. Et donc, c'est comme si le corps se reconnaît. D'ailleurs, les témoignages sont d'ailleurs souvent... c'est jamais mièvre. C'est toujours des mots assez forts, presque parfois je trouve que c'est un peu théâtral. Et c'est parce qu'il y a un état de sidération que moi... j'avais aussi dans ma petite chambre de 13 mètres carrés. C'est extraordinaire. Je revis. J'ai rebattu les cartes de ma vie. Je renais. C'est une renaissance. Il y a toujours ces mots de renaître, de revivre, de je me retrouve. En fait, vous trouvez un fascia qui n'a jamais existé avant. Alors, si on refait un peu le point sur les vertus de cette approche, pour essayer d'un peu structurer, donc ça modifie l'état du système nerveux. Oui et non, parce qu'il faut modifier l'état du système nerveux pour parler au fascia, pour converser avec lui. Nous, par exemple, une séance de Moonfloor, elle commence par 5 minutes. Alors on pourrait dire 5 minutes, c'est rien du tout. Mais quand on a une technique vocale, le fascia, il est extrêmement... il est vibratoire. Il réagit très vite au son. Donc en fait, j'apprends à mes professeurs à parler différemment, à ralentir leur voix, à la rendre plus isotonique. On dit d'un mouvement isotonique, un mouvement isotonique, ou l'isotonie, c'est un mouvement constant dans une force constante. Donc nous, notre voix devient beaucoup plus isotonique, on n'a pas ces fluctuations du dialogue social. « Ah, bonjour, comment vas-tu Fabrice ? Bien, et toi ?» On n'a pas ça. On parle d'une manière isotonique, et ça ralentit le système nerveux. Mais quand je parlais, moi, de modifier l'état du système nerveux, je faisais référence à ce que tu écris, que les mouvements doux, spiralés, continus réactivent la voie parasympathique et rééquilibre la réponse interne au stress. Oui, mais c'est une résultante, ça. En fait, il faut d'abord... Oui, mais je voulais parler des résultants. Ouais. C'est-à-dire, quand ensuite on approche, quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer. Peut-être j'ai mal posé ma question. Mais je voulais faire un peu la liste, pour finir notre entretien. C'est déjà fini ? Non, on va encore parler de ça. Mais je voulais voir tous les bénéfices, rassembler les bénéfices. Et donc, quand même, il y a quelque chose comme une régulation du système nerveux en faisant... ces exercices. C'est du système autonome. Le système nerveux, c'est un petit peu comme c'est une horloge interne dans le langage commun. On dit l'horloge interne. Voilà, c'est ça. On va réguler, on va ralentir d'abord l'horloge interne pour que le métronome se calme. Ça dure que 5 minutes. Et ensuite, on commence les mouvements parce que sinon, les gens n'arrivent jamais à ralentir. Ils sont dans leur vie de tous les jours. Et même quand vous êtes dans votre vie de tous les jours et que vous faites votre ménage ou vous mangez ou vous vous lavez tranquillement, on parle d'une autre lenteur. C'est beaucoup plus lent que ça. Donc, il faut vraiment les ralentir de leur vie quotidienne dans un 21e siècle qui, admettons-le, était quand même un petit peu frénétique. Après ça, les mouvements sont lents. Parce que c'est pas une décision mentale qu'on peut prendre de ralentir. Là, à partir de ce moment-là, la lenteur du mouvement spiralé va pouvoir faire son action de retexturiser, de dédensifier le fascia. Les effets sont quasi immédiats. Dès les premières minutes, on va d'abord ressentir une élasticité, je dirais, pour faire court. C'est une élasticité. C'est à la fois quelque chose de tonique, mais de souple. Parce que quand on éloigne les parties de corps pour ensuite les remettre, là, ça s'ouvre, ça crée des libérations, des espaces entre les vertèbres de la colonne vertébrale, tout ce qui s'y trouve autour, les muscles, les ligaments s'étirent tranquillement, se retexturisent, puis il faut revenir, il faut remettre les choses à leur place. Donc là, on contracte, on tonifie. Donc il y a le fait d'assouplir et de tonifier sur le côté mécanique des choses. Ensuite, il y a la dimension cellulaire dont on a parlé. Le corps va autoproduire des protéines qu'on connaît tous. Le collagène, qui est la résistance de nos fibres, l'élastine, qui est l'élasticité de nos fibres. Donc c'est bon pour la peau. Regarde, c'est évident, tout le monde se dit, mais ce mec fait pas son âge. J'ai 54 ans, je fais aucun soin cosmétique, rien du tout, et je reste jusqu'à 16 heures par jour assis devant un ordinateur, du lundi au dimanche. Le pire du pire pour ma peau et mon dos. Mais je fais du Moonfloor tous les jours, donc c'est sûr que je pourrais peut-être être dans une meilleure forme, mais ça va, j'estime que ça va, c'est pas trop méchant. Et pourquoi ça diminue les douleurs ? En fait, c'est ça qu'on s'est aperçu. Je vais donner un exemple. C'est Hélène Langevin, Hélène H. Langevin, qui est, je crois, canadienne, si je ne me trompe pas, qui est maintenant, je crois, à la Boston Harvard University, qui est chercheur, et notamment sur les fascias. Et elle a démontré quelque chose, c'est que c'est, par exemple, les hernies discales, c'est pas les hernies discales qui font mal, ce sont pas les disques entre les vertèbres qui font mal, qui sont clairement abîmés. Tu fais un IRM de ma colonne vertébrale, ça reste une épave. J'ai des disques abîmés.
Mais ils ne me font pas mal, parce que c'est pas eux qui me faisaient mal. C'était tous ces fascias qui s'agglomèrent autour de tout ce qui est un peu cassé, abîmé. Si on fait pas les bons mouvements, ils vont s'assécher et puis ils vont scléroser. C'est des durillons. Ça fait mal entre les nerfs, entre les vertèbres, Donc, oui, le fait de retexturiser va redonner du liant, et puis ça s'hydrate, parce que il y a j'ai dit le collagène, j'ai dit qu'il y avait l'élastine, mais il y a une autre protéine qui est vachement connue, qu'on connaît tous, c'est l'acide hyaluronique, qui est une protéine qui peut porter jusqu'à 2000 fois son poids en eau. Moi, porter 2000 fois mon poids à moi, c'est du lourd, hein. C'est-à-dire que c'est très anti-inflammatoire. Tu jettes de l'eau sur un feu, il s'éteint. Donc on sait que ça lutte beaucoup c'est très efficace contre les fibroses. C'est pour ça que parfois, de manière un peu étrange, les gens sortent d'un cours de Moonfloor en te disant « Ah, c'est dingue, j'ai plus du tout mal ». Mais non, oui, ce n'est bizarre parce qu'on ne savait pas, mais c'est très anti-inflammatoire, ça crée de l'élasticité, une régénération cellulaire, et je crois que j'oublie, la décompression vertébrale, on en a parlé, c'est-à-dire cette sensation d'écrasement et de tassement qui va... Mais tout ça est lié en fait. C'est si on éradique les tassements vertébraux qui assèchent les fascias, comme tout s'agglomère sur la colonne vertébrale, notre système respiratoire, digestif, cognitif même, on peut dire, c'est de fil en aiguille, c'est des réactions en chaîne. C'est vraiment le trait d'union, c'est ce que j'ai dit en commençant cette interview. Le vrai trait d'union entre le corps et l'esprit, c'est le fascia. Et le Moonfloor est un déclencheur de ce fascia. Si pour l'Occident, ça semble tout à fait novateur, j'ai l'impression quand même qu'en Orient, la plupart des vrais, pas la caricature, mais quand on voit les vrais arts martiaux, on a l'impression que les vrais grands maîtres chinois, qui sont tout le temps en spirale, comprenaient ça. Oui, et puis l'acupuncture, même si ce sont des corps plats allongés, travaille le fascia, pique dans des fascias, ils appellent ça la terre. La médecine ayurvédique, oui. Et puis, clairement, les arts martiaux. Bien sûr, l'Asie a bien compris l'existence de ce fascia. Il n'a été théorisé. C'est pour ça que les gens, parfois mes détracteurs disent « mais il croit qu'il a tout inventé, c'était déjà connu ». Mais bien sûr, c'était connu de médecine holistique ou dans certaines pratiques comme la fasciathérapie, ce qui est nouveau. C'est ça que je dis. Moi, je me fais le passeur d'une époque contemporaine qui vient à peine de se réveiller. Et moi, je dis simplement, en 2018, ça y est, le monde occidental s'est réveillé sur le fascia. Avant, ça ne l'était pas. Aujourd'hui, c'est théorisé, c'est scientifique. Avant, c'était pas du tout scientifique. Maintenant, ça l'est. Mais ça existe depuis la nuit des temps. Si quelqu'un veut s'y mettre, comment on fait pour se mettre allongé par terre? C'est facile. Il faut se rendre sur Maison Munz, MUNZ, en un seul mot.com, et là vous trouverez des vidéos. Il y a une plateforme vidéo qui a été produite par un organisme suisse, il y en a une autre qui a été produite en Allemagne, il y a 2 livres qui ont été édités par les éditions Erol. L'extraordinaire pouvoir des fascias en mouvement, c'est le premier. Ensuite, ils m'ont demandé 1 an plus tard d'écrire le 2e, Rajeunir de l'intérieur grâce à la révolution des fascias, à Maison Erol. Et là, il y a des tonnes d'exercices qu'on peut suivre chez soi, image par image, avec des petites explications simples. Et puis, tu as formé un grand nombre d'enseignants. Combien il y a d'enseignants? Là, en août, on sera à peu près 650 à travers le monde, en Australie, en Asie, en Russie, en Allemagne, enfin à travers l'Europe, les États-Unis, en Afrique. Combien de temps dure une séance? 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend des centres. Combien de temps il faut faire? Qu'est-ce que tu recommandes aux gens de... C'est une très bonne question. Alors, il n'y a pas une vraie réponse stricte. Ça dépend de votre agenda. Mais si vous ne faites pas une séance, si vous ne vous occupez pas de vos fascias, parce qu'on ne va pas tout centrer sur moi, si vous ne vous occupez pas de vos fascias 1 fois par semaine, shame on you. Si vous lavez les dents et vous arrêtez de vous laver les dents, vous savez que vous allez le regretter. C'est pareil pour le fascia. C'est un minimum syndical 1 fois par semaine. Vous allez sentir résonner toute la semaine, mais l'idéal, c'est quand même 2-3 fois par semaine. 1 heure et demie. Oui, mais non, mais quand on est avec un professeur, ça passe extrêmement vite. Puis, en fait, les gens, moi je dis toujours, commencez avec une séance. Je dis aux professeurs, ne dites pas aux gens qu'il faut faire idéalement 3 séances par semaine. Dites-leur 1 séance.
tout le monde peut le faire. Voire faites un exercice de 15 minutes chez vous. L'exercice de 15 minutes chez vous que vous faites d'après une vidéo, vous êtes tellement content de le faire, vous sentez tellement les effets immédiats, les gens deviennent, ils le disent, hein, addicts. C'est eux qui sont demandeurs. Laissez les gens faire la demande, parce que ça fait tellement du bien que c'est aux gens de prendre la décision. Après, il y a d'autres cas de figure. Moi, un athlète va le faire plus souvent, et moi, je le fais du lundi au vendredi. Je m'arrête le week-end, c'est parce que je reste beaucoup assis dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui. Tu fais des séances de combien de temps ? Quand je suis seul, donc j'ai pas de guidance, si on n'est pas dans un groupe, ça va plus vite, je fais ça pendant une demi-heure. Là, ce matin, avant de venir te voir, je me suis allongé dans ma chambre d'hôtel. Il n'y a pas beaucoup de place, mais j'ai la tête sous le lit et les jambes qui passent sous le rideau. J'aurais dû te demander de faire la séance avec moi. Ah mais oui, j'aurais dû faire ça. Parce que c'est dommage. D'accord. C'est encore faisable. Merci infiniment. J'espère que ça donnera envie à tout le monde de découvrir ce qui est tout ce monde nouveau que tu nous rends accessible. Merci de ton invitation. Je suis vraiment honoré de ton intérêt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.